Bonsoir, bienvenue sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs, avec une semaine très chargée, beaucoup d'actualités. Et ce soir, un invité tout à fait particulier. Je reçois José de Sousa, champion du Portugal junior en 1992. Bonsoir José. Bonsoir. Donc José, comme tu m'as dit, tu as la faculté d'avoir la double nationalité franco-portugaise. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que j'ai pu jouer le championnat du Portugal junior et puis le gagner. Mais sinon, je suis né en France, donc j'aurais aussi pu participer au championnat de France, ce que j'ai fait une fois aussi, de façon jeune. Voilà, donc tu vis à Paris en fait, donc, et en 1992, tu fais le championnat de France, donc Portugal junior, et tu le remportes. Voilà. Je crois à égalité avec deux autres concurrents. Oui, malheureusement. Alors peut-être c'est l'occasion, si donc, nos amis portugais nous écoutent, de leur passer un petit bonjour. Alors je t'invite à parler à la caméra. Desejo uma boa noite a todos os portugueses e brasileiros e também as pessoas que falam português no mundo. Boa noite. Voilà, donc je pense que le message est passé à nos amis portugais. J'espère qu'il y ait des gens d'ailleurs des Portugais nous regardent parce que bon, ça. Alors portugais, je crois que c'est d'ailleurs Portugal, Brésil. Portugal, Brésil, certaines colonies aussi anciennement portugaises, en Chine, par Macao, ou alors en Afrique aussi, le Mozambique ou Angola. Donc une langue vraiment disséminée dans le monde entier. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, donc un invité international dans Diagonale aujourd'hui. Oui, voilà. Alors je crois que tu m'avais dit, on va continuer sur ce championnat du Portugal. Oui. Tu m'as donné une petite anecdote, c'est que tu ne l'avais pas joué cette année-là. Tu pouvais le jouer en France aussi. Oui, je pouvais jouer en France. Et tu ne l'as pas joué parce que… Parce qu'il y avait Éloi, justement, Rolange, qui d'habitude présente l'émission, qui là n'a pas pu être là, donc voilà, je l'ai remplacé. Et... Donc un peu peur de… Oui, j'ai un peu peur de jouer Éloi, finalement, parce que depuis, il est devenu grand maître, donc ça prouvait qu'il était vraiment très fort. Et donc je suis allé jouer au Portugal, et bon, j'ai bien fait puisque j'ai gagné. Et je crois que cette année-là, il l'a gagné lui en France. Donc, voilà, donc tu as bien fait peut-être d'aller là-bas. J'ai bien fait d'aller là-bas. Alors, autre actualité aussi qui te concerne encore cette semaine, c'est que la semaine dernière, on avait annoncé un match contre Judith Polgar qui s'est joué sur le site Goa, www.goa.com. Et tu as donc pu être dans les 5 joueurs qui ont eu la chance de jouer contre Judith Polgar. J'ai été sélectionné, oui. Ça a été très difficile parce que en fait, c'était même pas une simultanée. On pensait que ça allait être une simultanée au début. Finalement, ça a été un blitz. Et là, ça a été très difficile parce que le stress et tout. Et donc, je me suis fait écraser. Je dois avouer, il m'a fait un joli sacrifice de tour pour me mater et ça a marché. Voilà. Donc j'ai perdu. J'étais un peu tendu, disons. Mais je crois que les 5 ont perdu. Hein. Moi-même, j'ai joué aussi et j'ai pas trop existé. Hein. Ouais, c'était très difficile comme exercice parce que je pense qu'elle devait être aussi soutenue par le public. Donc voilà. C'est la première fois que tu jouais contre la meilleure joueuse du monde? Oui, c'est la première fois. Oui. Je l'avais déjà vu parce que j'ai vécu un peu à Budapest, donc je l'avais vu là-bas déjà. On avait joué un match contre Karpov, c'était très impressionnant, un match de semi-rapide. Mais sinon, c'était la première fois que je jouais contre quelqu'un d'aussi fort aussi. Donc un bon souvenir. Ouais, un très bon souvenir. Je crois que toi-même tu es un fort joueur puisque classe internationale à plus de 2200 points je crois. Oui c'est ça, oui. Voilà, plus de 2200, pratiquement 2300. Donc oui, c'est déjà un très bon classement international. Voilà, alors l'actualité cette semaine, c'est évidemment, José, c'est le tournoi de Francfort. Oui. Francfort avec les meilleurs joueurs du monde, dont le Giants, dénommé comme tel avec Karpov, donc Kasparov, pour la première fois ensemble depuis 1996. Ouais. Karpov, Kasparov, Kramnik et Anand. C'est vraiment les meilleurs joueurs du monde. Quoi. Voilà, les meilleurs joueurs du monde. Donc ce Giants s'est terminé aujourd'hui même, je crois. Enfin tout récemment, d'après les dernières nouvelles qu'on a, je n'ai pas les détails tout à fait, mais donc c'était des parties semi-rapides, donc 20-25 minutes par joueur, et les joueurs se sont rencontrés plusieurs fois, je crois, ils ont chacun joué 4 fois contre les autres. Oui, chaque jour, ils jouaient les 3 adversaires. Voilà, donc un dénouement finalement assez intéressant, puisque au résultat final, on retrouve sans surprise, encore une fois Kasparov.
depuis le début de l'année. C'est un euphémisme de dire qu'il est très fort en fait. Faut dire, Mais c'est quand même incroyable parce que depuis le début de l'année, il écrase tous les tournois. Hein. C'est-à-dire que là, même les tournois d'exhibition comme ça, il ne laisse pas une miette. Il n'a pas joué pendant très longtemps, donc il a pu se préparer énormément, alors que les autres joueurs devaient honorer les invitations dans les tournois. Lui s'est permis de faire une pause de 6 mois, je crois. Donc il a pu se préparer énormément et regarder les faiblesses de tel ou tel joueur, de telle ou telle ouverture. Et donc, c'est normal, il récolte les fruits de son travail. Je pense que c'est des résultats mérités, disons. Il est vraiment beaucoup plus fort que les autres à l'heure actuelle. Et beaucoup d'énergie aussi, on va y revenir. On va y revenir juste après, puisque tu as une petite anecdote à nous raconter. Deuxième, Vladimir Kramnik, avec 5 points à 1,5 point du premier, ce qui est quand même considérable. Mais qui fait quand même donc une bonne prestation. Juste derrière, Anand sauve un petit peu les meubles avec 4,5 points. Je pense qu'Anand, justement, à l'inverse, lui, je pense qu'il est très fatigué par la saison qu'il vient de jouer. Il a beaucoup joué. Peut-être trop, il n'est pas très bien préparé. Il y a son match aussi contre Kasparov qui doit un peu le mettre sur les nerfs. Et donc il est obligé peut-être de choisir des ouvertures qu'il ne joue pas d'habitude pour ne pas dévoiler son répertoire. Et c'est difficile contre les meilleurs joueurs du monde, je pense. Et quatrième, Karpov. Oui, là aussi, alors, malheureusement. Peut-être on l'attendait aussi. Peut-être. Oui, disons que. On espérait peut-être un sursaut, mais. Oui, il aime maintenant. En fait, lui, c'est vraiment, je pense, un joueur typique. Il s'entraîne plus beaucoup. Il aime jouer. Il joue à tout. Au backgammon, on le voit jouer très tard aux cartes et tout. Mais les échecs. Il a un peu laissé tomber la compétition. Il a un peu laissé tomber, disons, l'entraînement, je pense. Il travaille beaucoup moins qu'avant. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Quand même, il arrive à tenir la dragée haute aux autres joueurs parce qu'il a un passé exceptionnel. Donc, alors, on disait Kasparov vainqueur haut la main. Beaucoup d'énergie pour Kasparov. Je crois que tu as une anecdote très amusante à. Oui, alors moi, personnellement, je pense Kasparov. que Kasparov est un très bon joueur pour 3 raisons. Donc, la première, la préparation. Il travaille beaucoup plus que les autres grands maîtres. Là, il a pu pendant 6 mois travailler énormément. Il a une énergie absolument spectaculaire, par exemple. Donc, Fleer me racontait que. Il avait fait les tournois jeunes parce qu'ils sont sensiblement du même âge. Fleer, on va peut-être dire. Glenn Fleer, oui, c'est Glenn Fleer, le grand maître anglais. Le grand maître anglais qui maintenant vit en France, qui est marié d'ailleurs avec Christine Fleer, une des meilleures joueuses françaises. Ouais. Et donc, il a fait des championnats jeunes avec lui. Et donc, ces championnats jeunes, c'est toujours un peu la même chose. On partage des chambres en commun, des douches en commun, etc. Donc, il a vu Kasparov se laver les dents. Et en se brossant les dents, il arrachait les poils de la brosse. Donc, tellement il avait une énergie que même le soir, il n'arrêtait pas. Le matin, il arrachait la brosse et les dents. C'était fantastique. J'aurais aimé voir ça, mais malheureusement, bon. C'est pas de mon époque. C'est une anecdote que je connaissais pas. Et sinon, le troisième point, c'est que justement, donc la partie qu'on va voir aujourd'hui va illustrer ce point-là. Il se prépare en fonction, pour utiliser ses énergies. C'est-à-dire il va prendre des parties, il va se préparer en fonction de cette énergie. C'est-à-dire il va choisir des ouvertures qui lui permettent d'exprimer cette énergie, des ouvertures très tendues. Ouais, d'évacuer un petit peu voilà, ce pour surplus pouvoir rentrer dans l'adversaire. Donc, alors, à côté de Francfort, avant qu'on arrive évidemment sur cette partie, on va continuer à décliner parce qu'à côté il y avait un tournoi B entre guillemets. Oui, que j'aurais bien aimé participer. Tout le monde aurait aimé jouer. B, donc il y avait les 4 joueurs qui jouaient donc, dans un théâtre devant, je suppose, des milliers de personnes. Je n'ai pas les détails, mais ça ne m'étonnerait pas. Donc, dans le tournoi B entre guillemets, donc, on retrouve de très grands joueurs. Alors, le premier. On a le classement final. Le premier joueur de ce tournoi B, c'est amusant. Il n'est pas un joueur finalement. C'est pas un joueur. C'est pas un joueur. Alors qu'est-ce que c'est ? Une machine. Voilà, c'est une machine. C'est un logiciel qui s'appelle Fritz, donc qui termine premier. Ils ont accepté de faire jouer un logiciel qui ne fait pas le plein des points, mais qui fait quand même un très bon score. Moi, je trouve même impressionnant comme score parce que. Oui, c'est vrai. Bon, il ne faut pas oublier que c'est du semi-rapide aussi. Alors les joueurs humains, quand on a peu de temps, comme ça, 20 minutes, on est plus sujet évidemment aux erreurs. Et l'ordinateur, lui, il est implacable. À moindre erreur, évidemment. Disons que je pense aussi que les grands maîtres gagnent parce qu'ils ont un côté pratique assez important. C'est-à-dire, des fois, ils ne vont pas jouer le meilleur coup, ils vont jouer un coup qui permet d'attendre. Et bon, les joueurs plus faibles vont commencer à paniquer et perdre. L'ordinateur, lui, pas du tout. Donc, il va toujours essayer de jouer le meilleur coup. On a rarement vu l'ordinateur paniquer. Et puis, quand le GMI va jouer c'est-à-dire la version en roue libre, un peu, j'attends un petit peu, voir ce qui va se passer. Bon, là, l'ordinateur lui rentre dedans et il gagne, quoi. Donc, c'est ça qui est tragique. Alors, on retrouve quand même de très bons joueurs derrière, puisqu'on trouve en deuxième une très belle prestation aussi de Peter Leko. Peter Leko, le Hongrois, qui fait une très belle année, semble-t-il. Donc là, il termine donc deuxième.
Troisième, on retrouve Vesselin Topalov, qui aussi a fait une bonne année. Il a fait une partie superbe contre Kasparov, il a perdu, mais qui est quand même une des parties. Une partie exceptionnelle qu'on avait commentée dans Diagonale d'ailleurs. Je vous invite d'ailleurs à revoir nos archives d'émissions, cette partie Kasparov-Topalov qu'on a dû commenter pour le mois de janvier ou février, a été commentée dans une émission de Diagonale. C'est la partie de l'année pour l'instant. Oui. Une partie fantastique. Mais il faut dire aussi que Topalov avait très mal joué l'année précédente et donc là, il s'est un peu rattrapé des résultats un peu catastrophiques qu'il avait eu avant, l'année précédente. Donc Topalov de Bulgare. Hein. Oui. En quatrième, on retrouve Peter Svidler, un des tout meilleurs joueurs du monde, qui est russe, lui. Et en cinquième, la meilleure joueuse du monde, Judith Polgar, qui après avoir joué contre toi, donc est allée massacrer, non, un peu moins, mais... Je crois qu'elle a fait un très bon début de tournoi. Elle a réussi, entre guillemets, à arnaquer un petit peu ses adversaires, parce qu'elle avait des positions un peu défavorables. Elle a réussi à leur tendre des pièges et à récupérer du matériel et à gagner des parties importantes. Elle s'accroche très bien. Oui, d'ailleurs, justement, quand j'ai assisté à ce match là, contre Karpov, toutes les parties, même quand elle était moins bien, elle s'accrochait. Elle a même fait tomber le champion du monde, qui lui a proposé nul 2 secondes avant de tomber dans une position un peu supérieure. Et elle a dit non, continue. Et puis Karpov est tombé. Et donc elle a gagné. Dépassé son temps de réflexion. Voilà, elle a dépassé son temps de réflexion. Et ce qu'on appelle tomber. Elle a gagné. Voilà. Donc elle se bat vraiment énormément. Voilà, alors sixième, Christopher Lutz, donc allemand. Et on retrouve septième, c'était la surprise de l'année. Là, il fait une petite contre-performance parce qu'il avait confirmé à Sarajevo en faisant un joli tournoi. C'est Alexander Morozevich, qui là, après avoir perdu contre Judith, s'est un peu écroulé, semble-t-il. Oui, d'ailleurs. Et huitième, Michael Adams, qui est aussi un des 10 meilleurs joueurs du monde. C'est dommage de revoir si bas là, parce que normalement, c'est un bon joueur de semi-rapide, je crois. Mais oui, je crois aussi, oui. Bon, c'est vrai qu'il faut rappeler, c'est quand même un tournoi, évidemment avec un plateau de rêve, mais semi-rapide. C'est pas les parties entre guillemets officielles qui sont de 2 heures par joueur. Là, c'est plutôt 20 minutes par joueur, donc c'est plus pour le spectacle. Et c'est très très intéressant. Et je pense que c'est une forme d'ailleurs qui va énormément se développer. Donc je conseille à tous les gens qui jouent des échecs d'aller dans les tournois de semi-rapide, de jouer. C'est une manière de progresser. Et puis tout à fait. Et de voir les spectacles quand ils sont organisés sous ce format-là. Dernière information encore toute chaude de cette semaine, c'est la sortie, José, du classement international, nouveau classement international avec un record absolu de Kasparov qui culmine maintenant à 2840 points Elo. Bientôt 2009. C'est incroyable parce que Anand, je crois, reste scotché à 2770, toujours numéro 2 mondial. Scotché entre guillemets. Parce que... mais quand on voit Kasparov, on se demande jusqu'où il va aller. Oui, c'est incroyable, 2841 points Elo. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas d'opposant. En fait. Oui, c'est ça, je pense, l'information principale. Parce que je pense qu'il y a quand même une inflation extraordinaire du Elo. Et donc, 2840 points, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est qu'il est beaucoup plus fort que les autres. Et ça, c'est... Oui, la différence, ce qui compte, c'est la différence avec les suivants. Voilà. Pas vraiment le niveau, parce que, 2840, si on va 10 ou 20 ans en arrière... il n'aura peut-être pas ce classement-là, avec la force qu'il a aujourd'hui. Peut-être un classement qui n'est pas tout à fait à jour, puisque Morozevich passe à la 4e place mondiale, passant devant Shirov. Mais il semblerait que le tournoi de Sarajevo n'ait pas encore été comptabilisé. Donc peut-être des petites modifications. Donc on en reparlera sûrement dans Diagonale de ce nouveau classement international la semaine prochaine. Il y a aussi l'information que Lottier revient. Oui, voilà, pour les Français, si je voulais venir. En premier plan mondial. Voilà, Joël Lottier, notre fameux numéro 1 mondial, qui a été tombé en dessous de 2600 points. Il se retrouve à 2638 points et récupère la 39e place mondiale. Donc il reprogresse vers les sommets. Et son objectif, c'est d'ici l'année prochaine de rentrer dans les 10 meilleurs du monde. Et on pense tous en France qu'il va y arriver. Et donc, avec Étienne Bacrot. Et bien justement, Étienne Bacrot ici, qui, dans le nouveau classement semi-rapide, puisque maintenant la FIDE tient compte du semi-rapide, c'est une forme donc on a dit en évolution. Il y a un nouveau classement mondial semi-rapide. Voilà. Et là, on voit Bacrot dans les 20 premiers joueurs mondiaux, à plus de 2600 points. Donc c'est assez exceptionnel quand même, je pense qu'il faut le souligner. Et Kasparov n'y fait pas partie encore. Voilà. Comme il n'a pas joué pendant très longtemps. Par contre, le tournoi à Francfort, s'il est comptabilisé, je pense qu'il va éclater. Donc à suivre ce nouveau classement, est-ce qu'il va perdurer? On va voir en tout cas ce que ça peut donner dans les mois qui viennent, ce nouveau classement semi-rapide. Mais je pense que les joueurs vont plutôt se baser sur le classement. Oui, mais bon, disons que nous, pour commenter, on se basera sur ce classement-là, puisqu'on verra si les joueurs respectent cette hiérarchie. Voilà, je crois qu'on va passer à notre partie commentée du jour, José, puisque c'est la partie de Francfort, la partie de Kasparov contre Anand, le numéro 2 mondial.
C'est intéressant à plus d'un titre, d'abord parce que la partie est intéressante, mais aussi parce que Kasparov et Anand doivent se retrouver pour un match de championnat du monde, en tout cas désigné comme tel, au mois d'octobre. Donc match qui est hors les instances traditionnelles de la Fédération internationale des échecs, la FIDE. Donc ces deux joueurs se rencontrent à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? On peut supposer que c'est le choc des titans en tout cas. Alors bien que je dois remarquer que la partie, à mon avis, n'est pas à l'image du match qui va avoir lieu. Je pense qu'Anand n'a pas voulu jouer, disons, son répertoire habituel. Il est tombé dans la préparation de Kasparov. Il a joué dans le sens de Kasparov, justement. Donc je disais que Kasparov, c'était la préparation, l'énergie, et il se prépare justement en fonction de cette qualité-là. Et Anand est tombé en plein dedans. Donc je pense pas qu'il jouera même D4 au prochain match ou alors des positions qui favorisent Kasparov. En tout cas, à mon faible niveau, je lui conseille ou je lui déconseille de ne pas jouer à ce genre d'ouverture qui favorise énormément Kasparov et pas du tout Anand, qui est plutôt un stratège. D'accord, ben on va voir. On va voir cette partie, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Alors pendant qu'on met la vidéo à disposition sur notre écran, je vous rappelle que si vous nous rejoignez ce soir pour la première fois, que vous pouvez suivre aussi cette partie avec nous en cliquant sur la présentation de Diagonale, sur le petit bouton Jouer qui vous fait accéder sur un applet Java sur lequel vous pouvez suivre la partie avec nous. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez un logiciel qui permet de lire les parties PGN, que nous vous offrons aussi deux exemples, un pour PC, un pour Mac dans la partie émission. Si vous cliquez sur émission, vous pourrez télécharger ces logiciels. Vous pouvez aussi donc suivre cette partie en téléchargeant le fichier PGN, qui est le format standard sur Internet pour stocker les parties d'échecs. Voilà. Donc deux solutions pour vous, l'applet Java ou un logiciel spécifique pour télécharger le fichier PGN associé que nous vous offrons aussi. Voilà, donc José, Anand contre Kasparov en fait. Ouais, voilà. Puisque Kasparov a les noirs. Voilà. Donc, alors on va peut-être voir déjà tout de suite les premiers coups. Donc le D4, ce que je joue pas d'habitude, normalement Anand joue plutôt E4 ou cavalier F3 ces derniers temps. Mais il transpose plutôt sur D4. Mais à ma connaissance, c'est plus... C'est moins dans son habitude. Voilà, c'est moins dans son habitude. Donc, alors on va voir. Donc ce que fait Kasparov, alors c'est son coup favori, c'est un cavalier F6. Oui, et puis il va transposer dans les Est-indiennes, dans ses Grunfeld. Il préfère, disons, des ouvertures qui laissent les blancs venir au centre pour ensuite miner le centre avec le fou sur la grande diagonale. Alors voyons les prochains coups. Donc classique, le coup C2, C4 qui permet de contrôler aussi le centre. Voilà, un coup normal de développement. On ne peut pas jouer le pion du roi puisque le cavalier F6, évidemment, le cavalier sorti contrôle cette case. Pour l'instant, on ne peut pas jouer. Justement, cavalier F6 a la même fonction que D5, c'est-à-dire empêchant E4. Alors D5, on rappelle, c'est le coup de la dame ici. Voilà. Si les noirs avaient joué ce coup au deuxième coup. Au premier coup, même au lieu de cavalier F6, le but était d'empêcher E4 comme ce coup de cavalier. Voilà, donc voilà un petit peu les idées qu'on a déjà développées plusieurs fois dans cette émission, puisqu'on a déjà vu cette ouverture. Les noirs donc, jouent le petit coup ici à droite qui va rentrer fianchetto, ce qu'on appelle un fianchetto. Le fou va venir ici, ce fou ici, F8 va venir sur la case en G7 pour contrôler ici une grande diagonale noire. Et faire pression sur ce centre. Et faire pression sur le centre blanc. C'est les ouvertures qu'on appelle modernes. On laisse les blancs venir et après avec... on laisse les blancs envahir le centre pour mieux le contre-attaquer. Exactement, pour le contre-attaquer même carrément. Donc là, Anand choisit un coup logique encore une fois de développement. Ce coup de développement cavalier C3 a l'avantage de contrôler maintenant les cases blanches au centre. Et avoir la possibilité pour les blancs maintenant de pousser ce pion E4. Exactement comme tu le précisais, c'est le but du case. Voilà, et d'envahir le centre. Alors toujours des coups classiques. Alors là, voilà, premier embranchement. Voilà. Kasparov a l'habitude de jouer soit cette défense avec ce coup. Donc on est au coup numéro 3 des noirs, le coup D7 en D5, contre-attaque au centre direct. Justement, empêchant toujours. Là, il décide d'empêcher un peu E4 ou alors d'agir tout de suite sur le centre. Donc empêcher ce coup de pion ici, E2 en E4, avec ce pion en D5. L'autre possibilité pour Kasparov était de jouer le fou F8 sur la case G7, permettant aux blancs d'envahir le centre avec le coup E4, mais ensuite le contre-attaquant, ce qui s'appelle la défiance est-indienne. Donc là, il choisit un autre embranchement qui s'appelle cette fois la défense Grunfeld. Voilà, encore un nom qui est intéressant de connaître. Aux échecs, c'est intéressant de connaître les noms des ouvertures. Oui, je pense, parce que souvent elles sont référencées comme ça dans les livres, donc quand on connaît, on recherche directement. Et c'est une ouverture qui a été pratiquée par Kasparov depuis très longtemps, donc il a une très grosse expérience. Alors qu'Anand peut-être. Alors qu'Anand la joue avec les noirs, mais pas avec les blancs ou moins souvent avec les blancs. Donc déjà,
C'est pas tout à fait le même feeling. Quoi. Voilà, déjà, bon, Kasparov est bien préparé, il connaît très bien l'ouverture, grosse expérience. Et en plus, comme je disais, Anand, c'est un stratège, c'est-à-dire il aime bien replacer les pièces. Par exemple, s'il a un fou mal placé en F3, il va jouer fou D1, fou B3 pour bien le replacer. Il aime bien les positions semi-ouvertes, disons, où il y a un peu de contact de pions qui permettent de faire des manœuvres. Voilà. Il est très fort dans les manœuvres. On peut regarder beaucoup de parties de lui. Vous verrez, les parties qu'il gagne, c'est souvent par des très jolies manœuvres de cavalier, de fou, de dame. Il est moins punchy que, voilà, que Kasparov. Et là, Kasparov donc, va tout de suite contre-attaquer le centre et ça va le mettre en difficulté Anand. Alors voyons la suite. Donc Anand joue. Voilà le coup. Donc cavalier F3, suivi par la réponse logique de Kasparov, le fou en G7. Ensuite, voilà un coup. Alors un coup voilà, qui pose la question noire. Ce coup dame B3 ici exerce avec ce pion en C4 une pression supplémentaire sur le pion des noirs, obligeant les noirs à choisir est-ce que je prends ou pas. L'avantage ou l'inconvénient, c'est que si les noirs prennent évidemment sur le côté, ça permet aux blancs d'envahir le centre maintenant avec l'autre pion. Voilà, c'est ça, oui. Par contre, l'avantage pour les noirs, c'est que ça peut gagner un temps, peut-être, pour mobiliser leur force. Voilà, et puis surtout, parce que l'avantage de ce coup, c'est qu'elle permet d'agir sur le centre, mais la dame aussi est très exposée. Et souvent, on dit aux débutants, surtout pas jouer la dame dès le début, de la sortir parce qu'elle elle peut se faire attaquer par des pièces de moindre valeur. Comme elle vaut cher, dès qu'une pièce l'attaque de faible valeur, il faut soit reculer, donc soit dégrader un peu sa position. Donc ça peut être dangereux. Faire attention avec la dame, ne pas la sortir tout de suite dès le début. Et disons que j'insiste sur un point pour les gens qui débutent un peu, c'est le centre. Toujours faire attention au centre. Et là, vous allez bien regarder, Kasparov et Anand vont toujours jouer au centre. Et c'est le centre qui est le principal disons, oui, le thème de l'ouverture et puis le thème des échecs. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention au centre parce qu'au centre, les pièces ont le maximum de rayonnement. Quand vous mettez un cavalier au centre, il contrôle 8 cases. Quand vous le mettez sur la bande, il en contrôle 4. Donc, voire 2 même, s'il est complètement dans le coin. Voilà, s'il est complètement dans le coin, même là il est complètement excentré, 2 cases. Donc toujours les pièces au centre, c'est là qu'elles rayonnent le plus. Et c'est pour ça que les grands joueurs jouent toujours au centre. Et là, vous voyez, tous les coups sont dirigés vers le centre. Donc là, Kasparov finalement choisit de prendre en C4. Donc c'est un choix, il aurait pu essayer de consolider son centre aussi, avec un coup comme C7 en C6 par exemple. Mais bon, là il avait une stratégie passive, et comme lui c'est un joueur actif, et bon, il préfère laisser les blancs jouer au centre et miner ce centre. Voilà, le contre-attaquer fortement. Donc là, Anand évidemment logiquement reprend avec la dame. L'avantage maintenant pour les blancs, c'est que ce pion maintenant devant le roi va pouvoir envahir le centre, il est libre et donc il est contrôlé par ce cavalier, il n'y a plus le pion noir qui empêchait ce mouvement. Mais en échange, bon, la dame est exposée. La dame est exposée. La dame est exposée en fait. C'est peut-être ça le plus embêtant. Voilà, en fait, c'est la contrepartie, disons. Contrepartie. Alors là, Kasparov choisit de faire un coup très logique, petit roc. Et après le petit roc, son roi est à l'abri. Exactement. Il va pouvoir engager les actions. Exactement. Voilà, alors que le roc d'Anand, lui. Oui, alors que le roi blanc est encore au centre. Il est encore au centre. Donc il va perdre. Donc s'il joue E2, 4 un temps, il développe le fou 2 temps. Alors E2, 4, José, donc je rappelle que c'est le coup ici au centre. Le pion devant le roi va pouvoir jouer. Le fou va pouvoir sortir. Et après, vite mettre le roi à l'abri parce que les noirs vont pouvoir exploser rapidement le centre, voire sacrifier du matériel. Pour exploiter la position. Du roi blanc. Disons que le thème le plus classique, c'est lorsque le roi est au centre et mal protégé, on essaye d'ouvrir les lignes. Et souvent, le meilleur moyen d'ouvrir les lignes, c'est de sacrifier du matériel, un pion, une pièce, pour ouvrir les lignes. Mettre le roi adverse à nu en danger. Et le mettre sous le feu de ses propres pièces. Mais je vous rassure, Anand connaît cette position et il sait où il va. Donc, il sait où il va. Pour l'instant, on n'est pas inquiet pour lui. Voilà, on n'est pas inquiet pour les deux joueurs. Donc là, il joue le coup logique E2, 4. Là maintenant, les blancs dominent parfaitement le centre. Deux pions superbes ici, qui n'ont pas d'opposants noirs. Donc ils contrôlent assez bien ces deux cases par les cavaliers qui protègent les cases. Et ces deux pions contrôlent eux-mêmes ces 4 cases ici devant. Voilà. Donc une position centrale pour l'instant qui est en faveur des blancs. Là, oui, les blancs contrôlent tout le centre, c'est-à-dire E4, donc E4, E5, D4 et D5, c'est-à-dire ils contrôlent tout le centre. Mais bon, donc c'est pour ça que la Grunfeld est aussi une ouverture très dangereuse. Et bon, je ne recommande pas à tout le monde de la jouer après d'avoir vu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Si on laisse les blancs se regrouper et bien consolider leur centre, on va être en désavantage. On se fait écraser très vite. Voilà. Et donc c'est pour ça que les joueurs qui jouent la Grunfeld sont souvent des joueurs qui sont très bien préparés ou qui sont assez jeunes, qui aiment les ouvertures, parce qu'il faut toujours être à la pointe. Parce qu'il faut tout de suite pas laisser au blanc le temps de consolider cet avantage d'espace. Toutes les nouveautés sont importantes. Donc les joueurs plutôt qui
qui étudient moins, je leur déconseillerais cette variante qu'il faut bien maîtriser pour jouer. Parce que vous voyez, c'est quand même impressionnant, les pions E4 et D4 peuvent pousser, avancer. Oui, c'est deux pions. Par exemple, ce pion voilà. pourrait attaquer le cavalier noir. Si le cavalier noir sortait sur cette case, ce pion pourrait pousser aussi. Beaucoup de possibilités pour les blancs, alors que les noirs, justement, ils ont du mal à sortir leur pièce un peu n'importe où. Il faut qu'ils fassent très attention. Donc là, Kasparov joue un coup curieux, ou en tout cas qu'on peut juger comme tel. C'est évidemment un coup connu aussi. C'est un coup qui sort le cavalier à la bande, donc comme tu disais tout à l'heure, moins actif qu'au centre. Moins actif. Donc d'où une ouverture très dangereuse, parce que si on ne connaît pas cette ouverture-là, on ne va pas jouer cavalier A6 de manière naturelle. Mais ce cavalier A6 est un très bon coup puisqu'il permet C5, C7, C5. Alors il permet le coup, ce cavalier A6 qui contrôle une case proche du centre, en fait, exactement. peut permettre à ce pion noir de jouer en C7, C5 avec un contrôle sur cette case. Voilà. On peut noter aussi que ce cavalier avait tenté de sortir vers le centre, il aurait été justement, comme on l'a dit, repoussé par les pions blancs avec des gains de temps et d'espace pour les blancs. Voilà, exactement. Donc malheureusement, on est obligé d'excentrer un peu le cavalier pour pouvoir agir au centre. C'est assez curieux et donc c'est pas très naturel. C'est pour ça que c'est une ouverture qu'il faut bien connaître avant de jouer. On peut noter peut-être, José, qu'une autre possibilité aurait été de mettre ce cavalier sur cette case, avec toujours la possibilité de contrôler la case C5, mais le désavantage peut-être de boucher la diagonale du fou. Et ce fou-là est très important dans la Grunfeld aussi, parce que si on regarde bien la couleur sur laquelle est la dame, positionne la dame, c'est une case blanche. Et le fou, finalement, est blanc, donc, et les cases de retraite même sont B3, qui est une case blanche, donc le fou... Le fou peut embêter la dame. Embêter la dame énormément. Donc si on joue cavalier BD7, on bouge ce fou et donc on limite les possibilités d'action sur la dame. Et comme la contrepartie de cette position, c'est la dame, la faiblesse de la position de la dame blanche, il ne faut surtout pas enfermer ce fou qui est très puissant et très important. Donc une pièce très importante dans cette ouverture. Voilà, dans cette ouverture. Donc que fait Anand maintenant? Il joue un coup logique, maintenant il sort ce fou pour faire le petit roc. Voilà, ça continue donc la stratégie. Ça paraît logique, il faut absolument que le roi se mette à l'abri et que cette tour éventuellement vienne au centre. Puisqu'avec ces pions avancés, une tour derrière serait assez puissante. Voilà. Et les pions soutenus par la tour pourraient créer des menaces très dangereuses dans le camp noir. Exactement. Alors là, Kasparov joue le fameux coup C5. Moi j'ai envie de dire attention, parce que les blancs pourraient prendre le pion. Voilà, là, je ne vois pas ce qui empêche les blancs. Alors, avec le pion, il faudrait prendre avec le pion D4, puisque évidemment le cavalier protège cette case. Donc la dame, si la dame prenait, évidemment, la dame serait perdue. Donc il faut prendre avec le pion. S'ils prennent avec le pion, maintenant on peut sortir. Alors on a dévié le pion du centre. C'est-à-dire le pion était en D4, il contrôlait E5, il pouvait être poussé sur D5. Et on l'a dévié puisqu'il prend en C5. Et on peut donc sortir le fou maintenant en E6 sans craindre. Alors voilà l'idée, c'est qu'effectivement, si les blancs prenaient ce pion, le fou C8 ici pourrait sortir par exemple en E6. Par exemple, oui. Avec action sur la dame blanche, et la dame blanche un petit peu embêtée, n'a plus la possibilité de pousser le pion pour boucher le fou, puisque ce pion est. Et il n'y a pas vraiment de bonne case pour la dame. Et bon, si elle va il n'y a pas vraiment de bonne case. Et en plus, la tour A8 va venir en jeu. La tour A8 va venir en jeu. Et là, cette tour va pouvoir faire pression sur le pion. Et on a vu, et on regarde encore que le roi n'a pas roqué. Donc les noirs sacrifient un pion, un petit pion pour beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités, une bonne avance développement. Et s'ils le récupèrent, ils ont une partie très confortable, peut-être même gagnée. Donc au vu de cette analyse que fait Anand, Anand choisit finalement de pousser le pion. Un coup tout à fait logique. Et un coup qui empêche le coup fou E6. Voilà, exactement. Et qui garde le contrôle du centre. Par contre, les noirs, en échange, on a vu que les noirs n'avaient pas lutté pour le centre. Ça y est, ils ont obtenu quelque chose puisqu'ils contrôlent maintenant, avec ce pion C5, la fameuse case, la case D4. Une des fameuses cases centrales, notamment la case D4. Exactement. Donc qui peut devenir éventuellement un point fort pour les noirs. Voilà. En tout cas, ils ont déjà contre-attaqué. Et en plus, ils ont ouvert la diagonale du fou G7. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, une fois que ce pion a joué, maintenant, on peut imaginer que ce cavalier bouge. Et du coup, le fou G7 a vu sa diagonale s'ouvrir avec des possibilités d'action maintenant, très très longues. C'est une pièce qui est maintenant placée sur une diagonale qui est très longue. Forte, c'est une pièce maîtresse de la Grunfeld. Alors là, Kasparov joue le coup, encore un coup, alors on appelle ça un coup pour miner. Voilà, un coup qui mine et un coup logique puisque donc voyez, le roi n'a pas encore OK, le roi est encore en E1. Donc je joue E6, j'essaie d'ouvrir la colonne E pour mettre une tour en E8. Voilà, c'est-à-dire que l'idée de Kasparov avait joué le coup E7, E6. C'est par exemple de jouer pion prend, et après pion prend des blancs. La tour
F8 ici viendrait sur la case de 8 avec une très belle colonne ouverte. Voilà, et pourrait mettre en difficulté le roi. Voilà, une colonne où il n'y aurait plus de pions ni de son camp ni de l'autre camp, donc on appelle ça une colonne ouverte, qui permettrait d'avoir une action très longue dans le camp adverse. Alors, moi je ferai une petite précision sur les colonnes ouvertes. La colonne ouverte n'est pas toujours la colonne où il n'y a pas de pion. C'est-à-dire, ça peut être aussi une colonne, si vous avez une tour noire, et si vous n'avez pas de pion noir sur cette colonne, à mon sens, c'est une colonne ouverte aussi. On appelle ça semi-ouverte aussi. Oui. Semi-ouverte. Oui, moi personnellement, je préfère appeler ça ouverte parce qu'on a directement une action sur le camp adverse. Par exemple, le pion E4 peut être un peu attaqué, ou même un pion E3 ne peut pas jouer F3. Moi, j'appelle ça une colonne ouverte. Mais c'est vrai que tout ça, c'est ambigu, tous ces termes. Alors, voyons ce que fait maintenant Anand. Anand choisit de ne pas réagir au centre, évidemment. S'il avait pris du pion, le fou noir de Kasparov aurait gagné avec un gain de temps, parce que la dame aurait dû jouer. Donc, ça aurait été un très mauvais coup de prendre. Ça aurait laissé le centre au noir. Au noir. Donc, avec le petit roc, il laisse les noirs choisir de prendre. Et si on prend, il peut reprendre du pion et ne pas se dévoiler. Maintenant, donc, le coup suivant va amener la deuxième idée des noirs. Les noirs prennent. Qui est d'isoler le pion D5. Parce que après la reprise d'Anand au coup numéro 11, il reprend donc un petit échange au centre. On peut noter effectivement que ce pion D5 des blancs, on appelle ça effectivement est isolé comme tu l'as dit. En isolanie, on appelle ça exactement. Un terme technique. Ouais, moi j'aime bien les termes. C'est un terme de Nimzowitsch, ça. Voilà, exactement. Voilà. Et Nimzowitsch aussi disait une idée très importante. Il disait que si ce pion donne une force aux pièces blanches dans le cas de figure, parce que vous voyez, les blancs ont plus d'espace, ils contrôlent plus de cases. Et donc, ça permet un développement plus facile. Mais en même temps, donc plus ce pion peut avancer, plus les blancs développent un potentiel agressif. Voilà, en tournant autour, ils ont plus d'espace. Donc, plus ça avance. Et ce pion menace d'aller à dame. Voilà, et puis en plus, ce pion menace d'aller à dame. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Lotier a battu Anand en poussant ce pion jusqu'à dame. Il a joué D6, D7 et puis dame, et Anand a perdu contre Lotier. Il n'a pas réussi à empêcher l'avance du pion. Voilà, dans la défense de Grunfeld. Où Anand avait cette fois les noirs. Où Anand avait les noirs, donc c'est une partie intéressante. Donc là, l'idée, c'est à la fois une force et une faiblesse. Alors, c'est une faiblesse si la case devant le pion est contrôlée. C'est-à-dire si on ne peut pas justement avancer ce pion. Voilà, parce que ce pion, il faut noter, le désavantage aussi, c'est qu'il ne peut pas obtenir une protection de notre pion. Voilà, exactement. Donc pour le protéger, il faut une pièce. Voilà. Et donc ça isole une pièce à la défense finalement. Voilà, c'est ça un petit peu le désavantage. Et donc Nimzowitsch disait aussi que si le pion, la case qui est devant le pion est faible, le pion est faible. Donc il faut mettre un cavalier devant ce pion. Parce que le cavalier, comme le pion est isolé, ne peut pas être chassé. Il n'y a pas de pion sur les colonnes latérales, et donc il ne pourra jamais être chassé. Donc si maintenant on transpose un cavalier en D6, eh bien… Donc si les noirs arrivaient à mettre un cavalier, par exemple, le coup cavalier E8 et après cavalier D6, ils bloqueraient entièrement la position serait très extraordinaire. Cette action. Alors voyons ce qui se passe pour les noirs maintenant. Donc Kasparov choisit de continuer son développement. Il sort tout simplement son fou. Voilà, son fou. C8, permettant à la tour C8 éventuellement de venir en jeu. Voilà, exactement. Il sort ses pièces tranquillement. Il contrôle encore une case centrale. Et il contrôle la case E4. Voilà, ça y est, les noirs maintenant contrôlent deux cases centrales. La case D4 avec le pion C5 et la case E4 avec le cavalier et le fou. Donc ça y est, les noirs ont réagi au centre. Voilà. Ils ont quand même un petit contrôle. Les blancs ont un pion quand même qui peut s'avérer dangereux, ou faible. Et c'est là, voilà, c'est là que l'ambiguïté et c'est là… Est-ce que c'est une force, une faiblesse? C'est la discussion qui va s'opérer. Donc là maintenant, Anand protège son point fort. C'est une règle aussi aux échecs. Toujours de Nimzowitsch d'ailleurs. Voilà, on surprotège. Donc je conseille à tout le monde de dire mon système. C'est un peu ardu, mais il évoque beaucoup d'idées très subtiles. L'idée de la surprotection, c'est que maintenant la tour, évidemment, en plus permet à ce pion de pousser, la poussée de la tour, c'est que comme il y a trois pièces qui protègent le pion, ça fait un surplus de défense. Voilà. Où chacune de ces pièces maintenant est libre de bouger en fait. Voilà, est libre de bouger. Puis s'il avance, les deux autres continuent leur travail défensif. S'il avance son pion, il va libérer tout ce potentiel. Alors voilà, on va voir donc comment ça se passe. Donc là maintenant, Kasparov sort lui-même sa dame. B6, comme Anand avait sorti sa dame via B3 et maintenant C4, lui-même il la sort sur la case B6. Et maintenant, il permet éventuellement à une tour de venir sur la case D8, par exemple la tour A8, de venir en jeu, donc ajoutant une pièce dans le jeu et faisant pression lui-même sur ce pion D5. Alors c'est là Alors c'est là qu'Anand joue le coup. Alors oui, alors juste avant de voir le coup d'Anand, c'est pas encore. C'est pas ce coup. Et même on peut même revenir un petit peu en arrière si tu permets. Oui. Ici dans cette position, Kasparov a déjà joué cette position au moins 3 fois à mes connaissances, dont 2 fois contre Karpov. Et il y a déjà 12 ans.
Donc, il la connaît très bien. Il la connaît très bien. Donc, je pense que c'est déjà une petite erreur de la part d'Anand. Et en plus, on voit que c'est une ouverture qui libère beaucoup d'énergie. Donc, bon. Et là, ici, Kasparov avait joué tour F8, E8. Il avait donc ouvert la colonne E. D'accord, il a déjà joué le coup tour en E8. Voilà, tour en E8. Contre Karpov, il avait joué ça. Karpov, maintenant, avait poussé le pion en D6. Voilà. Oui. Et là, Kasparov avait joué le petit coup H6 de côté. Alors, ce petit coup. Voilà, ici. Voilà. Ce petit coup de pion voilà. droit ici sur cette case. Et maintenant, donc c'est juste pour exprimer l'idée, ça va être un petit peu, ça va être 2-3 coups. Encore un coup. Karpov avait joué fou F4. Le fou ici était venu sur la case voilà, F4. Et maintenant, Kasparov avait joué le cavalier en D7, justement. Pour bloquer. Voilà, pour bloquer le pion. Donc là, on exprimait l'idée. Il libère le fou G7 et il bloque le pion. Et il avait gagné cette partie? Il avait fait nul. Deux nuls. 2 fois la même position, 2 fois nul. Et après, il avait gagné en simultané contre un jeune et il avait battu. Toujours avec tour 8. Mais tour dame B6, c'est un coup d'Ivanchuk contre Bariev. Partie Bariev-Ivanchuk. Grosse connaissance encyclopédique. José, là, oui, impressionnant. Certaines positions. Donc, alors voyons, donc Kasparov. En 98 d'ailleurs. Donc Kasparov, disons, dans ce cas-là, il innove un petit peu. Alors, donc Kasparov la suit la théorie. Ouais. Et à mon avis, Anand connaît aussi très bien cette partie, mais Kasparov est mieux préparé, on va le voir. On va le voir. Alors, donc maintenant, Anand joue le coup. Qui paraît logique pour libérer ses forces du coup D5 en D6. Alors, posant la question au noir, attention, ce pion peut devenir très dangereux. Alors pour l'instant, il ne peut pas trop aller jusqu'en D8 puisque c'est protégé beaucoup, mais déjà il y a des cases dans le camp noir qui sont protégées. Et puis il menace, on ne sait jamais d'aller à dame. Il peut menacer d'aller à dame. En tout cas, Kasparov ne l'a pas bloqué en D6, donc on l'avance, c'est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, si la dame avait été restée en D8, par exemple, Anand aurait pu jouer fou G5. Oui, et menaçant le cavalier déjà de sauter en D5. Oui, alors c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. On va pas dire ce qui se passe pas, c'est déjà parce que là on va avoir beaucoup de mal. Mais c'est pour ça qu'il a joué D6 pour gagner des cases parce que là il gagne la case D5. Anand a gagné la case D5 pour placer un cavalier par exemple. Par exemple, ce cavalier peut maintenant sauter sur la case D5. Mais bon, là c'est pas un bon coup, mais c'est à noter. Voilà, c'est possible. Donc c'est pour ça que plus on avance le pion, plus ça libère de la force. Alors voyons ce que fait maintenant Kasparov, même coup logique encore une fois, un cours de développement, la tour en 8 qui jouait pas tellement, vient sur la case D8. Et puis qui bloque le pion, qui fait une pression sur ce pion. Ça bloque le pion puisque maintenant le pion ne peut plus pousser jusqu'en D8. Et puis ça l'attaque aussi. Ça commence à l'attaquer, ça commence à mettre une pression, même les noirs menacent de prendre le pion. Oui, il menace de faire tour prend pion. Et justement, vous voyez… Ça gagnerait un pion tout simplement. Le pion, la case devant le pion est faible, il est bien arrêté, maintenant on peut l'attaquer sans peur. Et puis, donc mettons un petit peu en difficulté les blancs. Alors sur quoi? Non, maintenant je joue le coup, alors le coup que tu me disais avant l'émission, petit peu, le coup cavalier A4. Alors moi j'aime pas beaucoup parce que… Là, il attaque la dame de Kasparov. Alors il attaque la dame de Kasparov, mais ce cavalier était au centre, il contrôlait D5, il contrôlait E4, et il contrôlait beaucoup de cases, on le met sur la bande. C'est un peu curieux, c'est-à-dire, pour moi, on excentre les pièces volontairement, mais c'est vrai que maintenant il y a une pression D6, il faut agir. Mais moi je préférais le coup dame B5 au lieu de cavalier. Au lieu de cavalier 4. Donc si on revient un petit peu en arrière, dame B5. Ici, tu penses au 14e coup des blancs, tu proposes plutôt le coup dame B5, qui semblait plus intéressant. Alors, pourquoi? Parce que la dame est un peu faible en C4, donc on joue dame B5. S'il prend mais les noirs ne pouvaient pas… ils peuvent mais nous on se venge sur B7. Ah oui d'accord, c'est-à-dire que les blancs dans ce cas-là prendraient la tour. Alors, imaginons dame B5, les noirs pourraient prendre la tour, tour D8, prendre pion D6. Exactement. Les blancs joueraient le coup tour prend D6. Tour prend D6. Et après le coup des noirs, dame prend D6. La dame se venge sur le pion B7. Et attaquant le cavalier. Et le pion A7. Attaquant le cavalier avec la dame et le fou ici, qu'il ne faut pas oublier. Voilà, exactement. Et la dame attaquerait aussi le pion A7, ça serait donc mauvais pour les noirs. Et en plus, maintenant, avec la dame en B5, on libère la pression sur B2. Ah oui, c'est-à-dire que la dame protégerait la case B2 et le fou blanc, du coup, pourrait sortir. Alors que là, la dame noire, et en plus, et maintenant, si les noirs récupèrent en B5, le cavalier vient s'installer en B5 et contrôle le pion D6. Donc moi, dame B5, ça me semble un coup intéressant. Disons, plus dans la logique des échecs, cavalier A4. Mais maintenant, bon, c'est les super grands maîtres, donc on va attendre un petit peu. On s'incline un petit peu. On s'incline un petit peu, mais on reste sceptique. Le cavalier en A4 est assez mal placé. Pour voir. Moi, je suis très sceptique. Et d'ailleurs, Kasparov va le prouver, parce qu'à mon avis, c'est un mauvais coup. Mais bon. On verra ça dans la suite, peut-être qu'Anand cavalier A4 va nous faire une nouvelle interview pour dire qu'on racontait des bêtises et que cavalier A4 est un bon coup. Une interview d'Anand. Oui, tu veux dire, oui, qu'on a reçu il y a 2 semaines dans Diagonale.
Tu as écouté cette interview Oui, peut-être c'est intéressant. Un moment intéressant, c'est vrai. Et donc, alors, qu'ils reviennent pour nous dire ce qu'il aurait fallu jouer. D'accord. Donc là, Kasparov joue un coup logique, la dame est attaquée, tout simplement, il la replace sur la case C6. Elle est bien placée, cette dame, finalement, sur cette case. Là, mentionnons que la fameuse partie dont on avait parlé, Bariev, Ivanchuk, a vu le coup dame B4. C'est-à-dire, au lieu de jouer dame C6, Ivanchuk avait joué dame B4. Ah, il avait joué le même coup cavalier A4. Voilà, il avait joué le même coup. Mais c'était une partie où Bariev a perdu la qualité, mais il a obtenu beaucoup de compensation. Et donc... C'était acheminé vers une partie nulle Non, Ivanchuk avait gagné. Mais donc les Noirs avaient quand même gagné déjà cette partie, donc ça donnait déjà un signal. Mais je pense que si Kasparov n'a pas joué dame B4, c'est qu'il savait qu'il y avait quelque chose. Et si Anand a accepté de rentrer dans cette vente-là, c'est que lui aussi avait trouvé quelque chose. Mais dame C6 est beaucoup plus fort. Donc le coup dame C6, tu penses d'abord contrôle des cases centrales. Contrôle des cases centrales. Exerce toujours une pression sur D6. Et sur le cavalier aussi. Sur les cavaliers A4. La dame ne peut pas, par exemple, aller sur la case C3, par exemple, imaginons, le cavalier serait perdu. Voilà. Donc une petite pression sur ce cavalier. Une pression sur le cavalier A4, une pression sur D6. Alors, on peut noter que si, par exemple, les blancs essaient de protéger ce cavalier, ça réveillerait le fou, puisque la tour ici serait sans défense. Et le cavalier pourrait jouer avec une pression. Et même on prendrait le pion D6 aussi, au pire. Et on pourrait tout prendre, bien sûr. Donc c'est pour ça que là maintenant il va jouer un coup. Voilà. Donc là, Anand joue un coup qui paraît aussi logique, fou E3, qui instaure une pression sur le pion C5. Alors il se venge. C'est son idée peut-être. Voilà, c'est l'idée d'Anand. C'est qu'il menace cavalier prend. Voilà. En fait, il va se venger. Il donne D6, mais il se venge sur C5. Voilà. Il propose un échange de pions. Voilà, exactement. Il propose, et au final, ça serait peut-être une position qui s'acheminerait vers la nulle, puisqu'on aurait une position de pion complètement symétrique au final. Voilà. Oui, en fait, je n'ai pas bien vu. Donc, mais en tout cas, là, Kasparov va faire un coup très fort. Donc là, il joue au 15e coup des Noirs. Kasparov joue un coup central. Là, regardez la différence entre le cavalier A4 et le cavalier E4. Donc le cavalier E4, un coup central. Contre un coup, c'est-à-dire qu'Anand a joué cavalier C3 A4 qui défendait E4. Et puis maintenant, Kasparov joue cavalier F6 E4. Donc il prend la case. Il n'y a pas photo en fait entre les deux. Il se sert de la case qu'Anand a laissée à sa disposition. Et maintenant, là, on se regarde bien, il contrôle 5, il contrôle D4. Et la menace des Noirs, c'est de prendre D6 maintenant. Simplement D6 et de défendre C5. Et le cavalier protège la case C5. Donc là, je pense que déjà... Alors c'est amusant parce qu'on peut noter, peut-être José, un petit motif géométrique, c'est que le cavalier A6 contrôle C5 qui lui-même est contrôlé par le cavalier E4. Ces deux cavaliers sont un petit peu en fait, maintenant, on devrait mettre on va mettre le cavalier blanc en E6 pour faire une géométrie, mais c'est pas possible. Oui, il faudrait que le cavalier blanc soit sur cette case, mais les noirs la protègent bien. Donc là, je pense que déjà les blancs sont perdus, à mon sens. Ah déjà, alors on va voir ce qui se passe. Donc là, Anand joue le coup, mais maintenant il joue le coup que tu proposais tout à l'heure. Sauf que maintenant, ce coup perd de manière forcée. Donc j'aurais préféré peut-être Dame B3. Mais Dame B3 aussi illustre un peu les difficultés. Avec quelle idée? Alors l'idée, ça serait de faire pression sur ce cavalier. Alors l'idée, oui, c'est aussi de jouer grâce à ce fou. Voilà, de pouvoir peut-être jouer fou B5. Et de jouer fou B5 qui pourrait attaquer la dame, et de prendre ce cavalier qui protège le pion C5 en essayant toujours de faire une pression. Et puis ce pion blanc a l'air perdu. Il faut absolument que Anand récupère ce pion. Ce pion, oui. Donc il doit exercer une pression. Mais bon, en fait, on n'a pas vraiment de grands conseils à donner. Je pense que les blancs, ils sont très mal. Là, donc on va voir le coup dame B5 pour les blancs. Et maintenant, la Kasparov répond. Un super coup qui gagne. Ça a au moins la qualité, je pense. Alors un coup qui a l'air effectivement... un super coup. Un super coup. Alors José trouve... Oui, c'est un super coup. Effectivement, c'est un coup... Parce que le fou revient, il fait pression sur la blanche. Il fait pression sur la blanche et il fait pression sur le cavalier A4 qui est mal placé. Et le cavalier A4 est mal placé. Si la dame s'en va... Si la dame s'en va, le cavalier est perdu. Le cavalier est perdu, donc effectivement. Bon, donc force l'échange des dames. Parce que la dame, alors maintenant effectivement la dame d'Anand est attaquée, la menace des noirs c'est dame prend dame, et après fou prend dame, fou prend fou, les noirs ont gagné une pièce. Donc voilà. Donc il faut absolument échanger les dames. Il y avait aussi, donc il a joué dame prend C6. Donc dame prend C6 qui a l'air forcé. Notez qu'il aurait pu jouer cavalier C3, mais à ce moment-là, je prends C3 simplement. Alors. Donc, on va peut-être regarder ça, José. Tu proposais aussi le coup cavalier en C3. Pour essayer de revenir, on ne sait jamais. Qui enlève le cavalier de cette fameuse menace, protège la dame une deuxième fois, mais on prend simplement. G7 peut prendre ce cavalier. Ou même le cavalier. Du cavalier, ça a l'air encore plus fort parce qu'on menace cavalier prend E2, oui, après avec échec. Voilà, donc ça serait la perte, une catastrophe. Anand ne peut même plus rapatrier ses pièces vers le centre. Donc là, Anand est quand même obligé de prendre la dame de Kasparov. Et là, Garry Kasparov prend évidemment la dame d'Anand avec le fou.
Et il y a toujours ce cavalier qui est en l'air. Bah, ce cavalier même est perdu, quoi. Disons, il n'est pas perdu, mais maintenant, Imaginons les défenses pour les blancs. Ce cavalier est attaqué. Alors, si les blancs jouent le coup, par exemple, B2 en B3, c'est le fou G7 qui s'allume ici et qui peut prendre la tour. Et qui couronne finalement son succès. Voilà. Et on sait très bien qu'une tour est beaucoup plus forte qu'un fou. Voilà. Et que donc là, Kasparov aurait un avantage clair et net. Donc deuxième solution, il faut rapatrier le cavalier, puisqu'il n'y a pas d'autres pièces qui peuvent défendre le cavalier que le pion. Donc il faudrait rapatrier le cavalier. Et là, Kasparov pourrait prendre le cavalier avec le fou et ensuite reprendre le pion. Il contrôle 2 fois cette case, donc il gagne au moins un pion. Il gagne au moins un pion. Et après, il va falloir défendre le fou E2 aussi. Oui, donc il va gagner 3 pions. Il va gagner le pion D6 aussi. Voilà. Oui. Donc il va gagner beaucoup de pions. Catastrophe. Une catastrophe aussi. Donc reste la seule solution pour Anand. La seule solution qui perd un petit peu de matériel. Bon, j'anticipe un peu. Donc, il choisit de prendre le cavalier de Kasparov. Voilà, il prend le Kasparov. Obligeant à Kasparov à faire une série d'échanges. Voilà, une série d'échanges qui lui est bénéfique. Alors la question, est-ce que Kasparov par exemple pourrait reprendre tout simplement le cavalier? Je pense que le coup qu'il va faire gagne la partie. Donc à mon avis, on devrait. Mais je crois que tout simplement il ne peut pas, parce que s'il prend le cavalier, Anand peut revenir sur la case C5. Parce que l'idée d'Anand, c'est de supprimer le défenseur. Voilà. Et maintenant le cavalier blanc pourrait prendre la case C5 protégé par le fou. Voilà. Donc cavalier prend, et après le cavalier prend des noirs, reprendre ici, et les blancs sont OK. Ouais, les blancs sont OK. Mais bon. Mais là, Kasparov a vu plus loin. Bien sûr, il a vu plus loin. Il ne prend pas le fou, mais il prend le cavalier. Voilà. Parce qu'il laisse Anand dans une position. Voilà. Donc là, maintenant, il attaque 2 pièces. Il attaque le fou en A6. Voilà, c'est l'idée de Kasparov, c'est que maintenant le fou est toujours attaqué par le pion. Et il attaque la tour. Et la tour est attaquée. Donc ils ont échangé une pièce pour l'instant, mais Kasparov a l'avantage. Il attaque une attaque directe. Il attaque sur 2 pièces. Voilà, tout simplement. Donc, meilleur calcul du champion du monde. Disons, moi je pense que Anand était perdu ou était moins bien, et après Dame B5, Fou D7 réfute, parce que le cavalier A4 est tellement mal placé qu'il est perdu. Donc ce coup à la bande est prohibé. Ce coup à la bande est très très douteux. Donc voilà. Donc un conseil de José de Souza ce soir. Cavalier à la bande, vraiment à prohiber, il l'a dit en début d'émission. Voilà. Il le réitère pendant la partie et il est vrai que le joueur qui a joué le cavalier à la bande a perdu. Voilà. Sauf Kasparov a le droit de jouer le cavalier à la bande. Mais c'est Kasparov. Parce que lui, il a joué son cavalier à 6 aussi. Oui, mais c'est Kasparov, il a le droit. Mais une idée très, très précise. Et bon, il veut jouer C5, c'est une idée très saine. Il se développe et il joue C5. Donc c'est un principe général, toujours aux échecs, mais les exceptions existent aussi. Voilà, l'exception est comme, exactement. C'est vrai grand-mère française ou portugaise, il y a des exceptions. Voilà, exactement. Mais bon. Voilà, donc là, Anand choisit de récupérer un maximum de matériel. Donc il prend le pion B7. Et là, notez que si on revient un petit peu en arrière, juste pour que s'il jouait B3, s'il jouait B3 pour justement enlever l'attaque sur la tour D1, B2, B3. Il y a l'autre tour qui est attaqué. Voilà, donc, le fou ici en G7 peut prendre, on l'a déjà signalé tout à l'heure sur la protection. Ça ne change rien. Ça ne change rien à la position. Donc il perd toujours une qualité. Donc Anand prend le pion, maintenant Kasparov prend la tour. Il y a 2 solutions pour les blancs, soit prendre le fou, soit prendre le cavalier. Voilà. Bon, mais en vue de l'attaque sur D6 par le cavalier, il préfère prendre le fou, donc le cavalier, pardon. Voilà, Anand prend le cavalier. Voilà. Kasparov a tout vu, maintenant il prend lui-même le cavalier adverse. Et maintenant maintenant, Anand reprend. Voilà, on est à la fin de la combinaison. Alors maintenant, on est à la fin de la combinaison. Au 21e coup des blancs. Et quand même, cette position est encore intéressante parce que Anand a la paire de fou. Et on sait que la paire de fou, c'est très fort. Le pion C5 est faible en plus. Il a toujours gardé. Le pion C5 est attaqué, tout simplement. Il a toujours son pion D6, son pion passé. On note maintenant que la case devant le pion est faible, c'est-à-dire que Kasparov Anand possède le fou blanc. Et donc, il a ce qu'on appelle la paire de fou, qui est quand même un petit avantage. Oui, il peut. Un petit avantage. Évidemment, contre une tour, c'est moins bien. Mais... Oui, mais ça permet de lutter. Ça permet de lutter. Et en plus, il peut pousser le pion en D7 et le défendre par son fou. Il peut par exemple placer le fou en C6. Bon, imaginons un plan pour Anand de jouer tour D1, D7 et après un fou C6. Les noirs seraient dans l'impossibilité seraient dans une position très passive. Ouais. Et donc, il faut faire très attention. Mais on va voir la classe de Kasparov. Donc, techniquement, voilà. Donc c'est une réalisation technique qui va être parfaite, à mon sens, dans cette position. Donc là, Kasparov prend le pion attaquant la tour de Anand. Voilà. Anand choisit de jouer le coup tour D1. Et là, Kasparov joue un joli coup aussi. Alors moi, je pense que c'est un autre super coup. Un autre super coup. Un autre super coup. Parce qu'il joue le coup, on va le voir tout de suite, le coup fou en D4. Alors, donc, rendant le pion, échangeant la paire de fous. Mais il échange la paire de fous d'Anand. C'est-à-dire que maintenant, il va lutter avec une tour nette, disons, contre un fou. Voilà. Et on va voir comment il va s'en sortir brillamment. Et voilà, il va une révision technique, à mon avis, parfaite.
Donc il rend le pion, ce qui est souvent le meilleur. Alors Anand est obligé de prendre ce fou, stratagème, parce voilà. que si Anand ne prend pas, c'est Kasparov qui menaçait Bah, et lui-même en de plus, prendre le pion D6. Et en plus, la pièce était en D4, était Et- centralement bien placée. Donc, Voilà, une donc, pièce il- superbe, bien placée. Et Voilà. le pion des noirs en C5 aurait pu lui-même devenir Voilà, dangereux. ouais. Donc Anand choisit de prendre le fou et de récupérer le pion. Donc Anand prend du pion. Donc, Et maintenant, voilà, la il tour récupère. prend. On Voilà. peut récupérer que. Alors, au final, Kasparov a une tour contre un fou. Voilà. Pour l'instant, Et un pion. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, Anand a encore un pion. Mais on va voir que Mais Kasparov a encore vu plus loin, et là il joue encore un très bon coup. il joue le coup tour Voilà. D7. Bloque le pion, c'est-à-dire que justement le plan des blancs était de jouer D6, D7, et Et il de se mettre retrouve le- faible. et d'attaquer avec le voilà, fou. il se retrouve faible parce que la case devant le pion est faible. Alors on peut noter, alors c'est là où c'est très joli, parce que Anand pourrait jouer le coup Voilà, fou en C6. voilà. Et Kasparov serait obligé, par exemple, de revenir en D8 Il pousserait. et il pousserait le pion. et Mais puis- il y a mais encore, il y a encore une petite astuce. Alors je te laisse donner la. il y a encore la- un petit piège. C'est-à-dire le que petit si piège. Anand joue le coup fou C6, Kasparov joue instantanément le coup tour en C8, Voilà. sacrifiant la tour. Clouant le fou. Ah, et- mais moi je dirais sacrifiant Ouais, la tour. sacrifiant la tour, oui. Sacrifiant la tour. Et si Anand prend la tour, et dans ce D'ailleurs- cas-là, la tour viendrait en C1 avec un mat du couloir, couloir. puisque les blancs seraient coincés ici dans leur fameux couloir de la mort. D'accord. Il faut toujours éviter. D'ailleurs, je dois préciser que dans une de nos parties de Blitz, avant le match contre Paul Gare pour s'entraîner, tu m'as placé un mat du couloir comme ça. Et oui, j'ai pu passer le fameux mat du Le couloir, donc c'est vrai que c'est un mat assez plaisant Et donc, à placer On peut aller en C6. et assez mais déplaisant oui, à recevoir. oui, horrible. Donc, on peut aller en C6, mais on peut aller ici en G4. C'est-à-dire que le fou pouvait. Ah, le fou pourrait venir sur la case G4, mais tout simplement, les Oui, noirs il y a pourraient F5 jouer le et coup donc, F7 en F5, bloquant le fou. bloquant le fou Ils et sont obligés donc de on revient. partir et après la deuxième Voilà. tour viendra attaquer le pion et qui serait perdu. Voilà. Donc là, Anand essaie de trouver une réfutation. Donc, Il joue le coup H4. logique H4 Exactement. Qui menace. qui menace le fou coup C6. maintenant fou C6 puisque la tour venait en C8, il n'y aurait plus le mat du couloir. Exactement. Donc ça obligerait la tour à bouger et de jouer le coup D7 qui bloquerait les noirs. Voilà, qui va créer une. Mais là, Kasparov a tout vu. Ah, donc il attaque. Il le joue pion. maintenant tout de suite l'attaque du pion. Si les blancs. Alors jouent il le a, coup il, fou a, C8, il a affaibli le pion et Il maintenant il attaque. Donc, Et là, on voit succès les blancs, parfait, les disons. blancs ne peuvent plus défendre le pion. Voilà, en fait. dans le pion. Alors Anand choisit la contre-attaque. Maintenant, au coup Tour- 26 des blancs, Tour à 4, c'est tour un à 4. coup- Si les noirs prennent, les blancs prennent le pion à 7 et Voilà. ils peuvent encore lutter. Et ils peuvent encore lutter. Mais là, Kasparov va encore faire un brillant coup. Ils ont un coup de technique simple. Il là. a tout vu. Tour B8. Il joue le coup tour en B8 et tout simplement le pion D6. Ici, il va être attaqué. Par exemple, alors si les blancs jouent le coup fou C6 pour attaquer la tour, Voilà. tour prend, attaquant le fou, et attaquant ensuite le on fou. va protéger le pion à 7. Exactement. Et maintenant, si par contre Kasparov, En fait- Anand joue, quel coup il peut jouer? Il faut absolument protéger ce pion. Alors maintenant, l'idée au fait de Kasparov, c'est de prendre le pion D6 avec la tour B8. Donc son idée, c'est de jouer tour B6 Voilà. et tour B6 prendre D6. Et surtout, Donc, l'idée, c'est de prendre le pion et de ne pas perdre le pion à 7. Voilà, C'est surtout voilà. ça. Et au fait, oui, de prendre avec finalement la tour B8, le prendre le pion D6. Donc si Anand joue tour A6 par exemple, Donc alors si la tour vient sur la case A6 protégeant le pion D6, Voilà. Kasparov n'a plus qu'à jouer le coup tour tour B8 en B6. Voilà. Attaque la tour, Attaque la le tour, pion, attaque le pion, et si la tour prend, pion prend. pion prend et le pion est perdu, et la finale est techniquement finale est facilement techniquement- gagnée pour Alors, Kasparov. Quand on a vu que Kasparov a réussi avec une bonne technique à transposer dans le final avec, alors que l'autre avait la paire de fous, maintenant sans la paire de fous, Oui, c'est il fini. n'y a plus Il n'y d'espoir. a plus d'espoir. Et alors, deuxième coup pour les blancs, mais c'est de jouer le coup, tout simplement le coup tour D4, revenir, mais tout simplement le coup Tour tour B8 en B8, B6 attaque le pion. Voilà, exactement. Et donc c'était l'idée de Kasparov. Parce Et là, alors que Kasparov- joue Anand? On va voir ce que joue Mais Anand. d'ailleurs, moi j'aime bien le coup tour B8 parce que ça active les pièces. Et Kasparov, il aime ça en fait, c'est sa force aussi. C'est-à-dire, la tour était en D8, était un peu passive, et hop, tour B8, tour B6, et elle devient très active. Oui, il a joué un petit peu la tour d'abord en D8 Voilà. pour bloquer un petit peu les blancs, ensuite la mettre en B6. Alors, c'est des coups très simples, mais qui montrent quand même ce talent de Kasparov. Et là, Effectivement. Anand, coup d'Anand. L'abandon. Je pense L'abandon, que c'était voilà. ce qu'il y avait de plus sérieux, Donc disons. il a dû serrer la main de son adversaire. C'est ce qu'il y avait de plus Et sérieux. il abandonne puisque Kasparov va récupérer ce pion. Et la finale est techniquement techniquement, gagnée pour ouais. Kasparov sans trop de difficultés. La tour est Bon, vraiment beaucoup plus forte qu'un fou. Ouais, il va quand même un peu souffrir, mais bon, c'est. Alors c'est pas évident, c'est vrai pour un amateur peut-être de se rendre compte Voilà. que les joueurs abandonnent, mais à ce niveau-là, à ce niveau-là, il vraiment a- l'avantage est vraiment trop fort. Voilà. Et la lutte d'Anand n'aurait Donc n'aurait qu'est-ce qu'il va pas faire? Il va eu de échanger. sens. Il va échanger une tour, puis après il va activer son. Il va roi. sûrement menacer de prendre le pion à 2. Voilà, en plus, ce qu'il peut faire, c'est fixer le pion à 2, c'est-à-dire avancer son pion jusqu'en A3 par exemple. A5, A4, A4, A3, A3. fixant le pion. Après, il va ramener le roi. Et souvent, le thème le plus classique dans ces positions-là, c'est au fait de sacrifier la tour contre le fou
obligeant les blancs à prendre du pion Voilà, et pousser ensuite le pion à voilà. la dame. Ou alors, par exemple, le roi blanc, lui, doit rester sur l'aile roi pour défendre les pions des rois. Donc le roi noir va vers le centre, puis après vers le centre, même vers l'aile dame. Puis après, les noirs sacrifient la tour contre le fou et gagnent facilement la finale de roi. Voilà. C'est généralement le plus simple. Et si vous regardez un petit peu, si vous avez une petite base de données, vous regardez facilement et vous verrez que c'est souvent la technique la plus. Voilà, en tout cas, on peut inviter les joueurs que ça intéresse et les gens que ça intéresse à essayer de jouer cette partie contre l'ordinateur s'ils ont un ordinateur. Voilà. Et essayer de la gagner avec les noirs. Voilà. Oui. Mais Kasparov, lui, n'aurait aucun mal, même contre un ordinateur. Cette finale est techniquement. En plus, là, ça illustre facilement le style de Kasparov. Très bien préparé, grosse expérience. Ça fait une dizaine d'années qu'il joue cette position. Il a joué contre Karpov. Alors moi j'ai envie de dire, José, là on a donc Francfort, Kasparov gagne clairement devant. Là il vient de battre Anand avec les noirs en plus. Est-ce que le match d'octobre du coup n'en est pas dévalué? Moi je pense pas, c'est-à-dire que je ne pense pas parce que là Anand est rentré dans le jeu de Kasparov. Donc il a joué une ouverture qu'il connaissait moins bien que Kasparov, etc. Mais s'il joue des positions stratégiques, ou des positions un petit peu fermées, où Kasparov peut s'énerver, parce que Kasparov, des fois, souvent, a tendance un peu à s'énerver. Et il n'aime pas trop attendre. Il n'aime pas trop attendre, donc si Anand arrive à lui faire des petites manœuvres, etc. Et à mon avis, Anand sera bien préparé pour ce tournoi. Essayer de travailler un petit peu. Voilà. De et il côté, va jouer, hein. Comme un boxeur. Voilà, je lui déconseille en tout cas de jouer les ouvertures où Kasparov a une grosse expérience. Si on a la chance de jouer Kasparov. Si on a la chance de jouer Kasparov. Non, mais là pour Anand, dans le coup. Mais je pense qu'il le sait très bien. Fait la chance ou le malheur d'ailleurs. Hein. Oui, ça dépend. Moi, la chance, ça dépend comment on voit la chose. Voilà. Donc voilà, dernière donc, information. Je crois qu'on va terminer. Donc très belle partie de Kasparov, victoire contre Anand. Ouais. On va peut-être terminer maintenant cette émission puisqu'il nous reste encore 2-3 minutes, José. Avec une information quand même intéressante, puisque c'est au championnat du monde de Las Vegas, il semble que Karpov, qui avait un petit peu tergiversé, est-ce que je vais jouer, est-ce que je ne vais pas jouer, il ne voulait pas trop jouer. Il est donc champion du monde encore en titre, Karpov, de la Fédération internationale. Et finalement, il annonce sa participation à Las Vegas. Oui. Est-ce qu'il n'est pas un peu obligé, disons quand même, c'est vrai qu'il est champion du monde. Oui, mais il attendait ces derniers mois, on pourrait se dire, bon bah voilà, j'ai été champion du monde, maintenant je sors de la scène, mais Karpov est un joueur, il aime jouer, et à mon avis, il veut encore prouver au monde qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, donc il a peut-être envie. Donc il a envie de se jeter dans l'arène, et en fait, je pense que c'est un joueur, c'est-à-dire, c'est comme les gens qui vont au casino, non, faut pas que j'y aille, et puis finalement, allez, on y va, et allons-y. Alors que Kasparov, lui, ne joue pas du tout. Kasparov, lui, c'est qu'on disait, il peut se permettre, c'est le meilleur joueur du monde, il peut se permettre de faire un peu ce qu'il veut. Donc là, il joue pas à Las Vegas, lui, il fait son championnat du monde perso, en fait. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le monde des échecs que le champion du monde en titre défende son titre à Las Vegas. Ça donne une crédibilité à ce championnat du monde. On aura tous les meilleurs joueurs du monde, sauf Kasparov et Anand. Ce qui est dommage un peu, mais... C'est vrai que ce qui est dommage, mais bon, ils ont choisi de ne pas le jouer. On verra. Bon, le match Kasparov-Anand, je pense, va aussi être intéressant. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un match Kasparov-Kramnik. Parce que, mais bon... Moi, je préférerais un match Kasparov-Shirov. Oui, mais je pense qu'il n'y aura pas de match. Mais là, parce que Shirov a le même style que Kasparov. Il aime les positions très tactiques, il aime les positions très tendues, et là, Kasparov est plus fort. Je pense que si Anand arrive à le tirer dans son terrain, dans des positions stratégiques, de manœuvre, il peut faire quelque chose. Il faut rappeler quand même que Kasparov a déjà rencontré Anand pour le championnat du monde à New York en 95. Et il l'a battu, oui. Il a mené d'un point d'ailleurs. Il a mené d'un point Anand. Il menait à un moment donné le match, mais du moment où il a mené, en fait, Kasparov s'est énervé. Et puis il a rétabli les choses. Il a rétabli les choses assez clairement. Voilà, donc notre émission se termine, on arrive à la fin. Merci José de nous avoir accompagnés. Quel honneur d'avoir été invité. Puis, donc je pense qu'il y aura d'autres occasions que tu reviennes sur Diagonale. En tout cas, ça sera avec grand plaisir. Bon, alors bonsoir, et puis boa noite a todos os portugueses. Pessoas que falam português. Voilà, donc bonsoir à nos amis portugais de la part de José de Souza. Et à tous nos amis français aussi. Champion du Portugal junior 1992. Voilà, exactement. Voilà, je vous dis bonsoir, donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Diagonale.